Bonjour à tous. Salut. Cet événement, il portera sur l'initiation du tracé de voie. Donc, du coup, en savoir plus sur les bases du tracé de voie, de la géométrie. Donc, du coup, Baptiste, je te laisse la main. Du coup, Baptiste Chatillon, moi je travaille actuellement à WIC TEF à la RATP, donc c'est section tracé de voie et équipement, et donc ça fait 2 ans que je suis à WIC TEF, et avant j'étais à la SNCF, comment ça s'appelle, PRI Nord Paris, où j'ai fait ça aussi pendant presque 6 ans, donc ça fait 8 ans d'expérience que j'ai sur le tracé. Donc ce soir on va voir vraiment de l'initiation, on va effleurer le sujet, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne, mais pas rentrer trop dans les détails, sinon ça va être dur. Alors moi je suis Maxence Pinard, je suis chez Extia depuis 2018 et actuellement je suis côté SNCF, pas RATP, sur les déclarations de travaux, donc tout ce qui a à faire au réseau souterrain pour ne serait-ce connaître ce qui se passe en dessous des projets quand on va construire une gare ou n'importe quoi, une passerelle, qu'on tape pas dans la canalisation de gaz, quoi. Ça serait dommage quand même. Alors moi, du coup, c'est Mélissa. Je suis chargée de recrutement au sein d'Extia, donc dans l'agence industrie. Et du coup, je travaille en collaboration avec tous les ingénieurs d'affaires. Et du coup, je suis une nouvelle lead au sein de cette comète Ferro. Donc c'est mon premier événement en soi. Donc voilà, je gère plutôt tout ce qui va toucher à l'aspect organisationnel. Et voilà pour ça. Et en ce qui me concerne, donc Maxime Villas, responsable d'agence aujourd'hui chez Extia. Et je pense que maintenant, on va pouvoir débuter sans tarder par la présentation de Baptiste. Du coup, initiation tracé de voie. On va voir ensemble les bases de la géométrie jusqu'à ce qu'on va appeler la rectification de courbe. Donc en sommaire, je vous ai mis les bases de la géométrie, le cas spécifique de l'appareil de voie. On va voir comment les bases de la géométrie s'argumentent, comment ça se passe dans l'appareil de voie à ce niveau-là. Pour faire du tracé de voie, ce qui va nous intéresser énormément, ça va être tout ce qui est question de dévers, tout ce qui est question de gabarit. Donc on va expliquer ce qu'est le dévers, ce qu'est le gabarit. Et ensuite, on va présenter des plans de voie. Ce qu'il faut savoir en tracé ferroviaire, on va travailler en 2D sur le plan de voie, et ensuite on va faire tout ce qui est profil en long à la suite. Donc c'est pour ça que je l'ai mis après, pour aller dans le 3D. On travaille jamais directement sur le 3D au global. C'est assez simple de décomposer, et donc du coup ça fait gagner du temps sur les études. Enfin, on va voir les outils de tracé qui sont utilisés dans toutes les entreprises actuellement, et on finira par le cas de la rectification de courbe qui est sympa à voir. Donc les bases de la géométrie, c'est vraiment très simple, on a 3 éléments, c'est toujours les mêmes. On a l'alignement, donc l'alignement, ils sont représentés en rouge, c'est des lignes droites. Donc jusque là, rien de plus simple. La courbe, on la voit en bleu ciel. Une courbe, c'est quoi? Une courbe, c'est en fait vous prenez un cercle. Par exemple, vous prenez un mètre qui va faire 1 mètre. Vous prenez votre petit crayon, vous faites un grand cercle d'1 mètre, vous avez une courbe de rayon 1 mètre. Donc c'est comme ça qu'on va créer des courbes. L'ordre d'idée, en RATP, les courbes vont être entre 150 et 300 mètres pour les plus petits. Et SNCF, vous allez être plus sur du 500 mètres. Et en fait, plus vous allez augmenter cette valeur-là, plus vous allez pouvoir passer vite. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des rayons plus petits côté RATP, parce que les vitesses sont moins importantes sur le réseau métro que sur du réseau RER ou grande ligne. Et enfin, le dernier élément, c'est la clotoïde. La clotoïde, on peut aussi la retrouver sous la dénomination raccordement parabolique. C'est sensiblement une parabole. En fait, elle vient faire la liaison entre l'alignement et la courbe. Alors, on n'est pas obligé d'en avoir une à chaque fois. Si vous avez un alignement et une courbe à la suite, il n'y a pas de problème. Le fait de mettre une clotoïde, ça permet de limiter l'impact du train quand il rentre dans la courbe après un alignement. Donc, ça va permettre d'augmenter les vitesses. Donc ça va être intéressant, mais ça permet aussi de géométriquement
parfois de suivre des voûtes des voûtes de tunnel. Donc ça peut être intéressant dans d'autres cas aussi de l'utiliser. Mais en général, c'est pour la vitesse. Comment ça s'argumente dans un appareil de voix? Donc un appareil de voix, je sais pas, enfin je pense que tout le monde en a vu, mais je sais pas si tout le monde vient du ferroviaire, dans ceux qui regardent. Mais donc un appareil de voix, ça sert à changer de voix. Donc on voit bien là sur ça, c'est un appareil de voix dans une petite campagne. Vous allez avoir une voie qu'on va appeler la voie directe, qui est ici, qui sert à aller tout droit, et la voie de gauche qu'on va appeler la voie déviée. Et en bougeant ces lames articulées, qu'on va appeler les demi-aiguillages, vous allez pouvoir passer soit sur la voie directe, soit sur la voie déviée. En géométrie, ça, c'est le plan de géométrie d'un appareil. On va retrouver des éléments importants. Donc, la PRA, ce qu'on va appeler la pointe réelle de l'aiguille. Donc, c'est le premier point articulé de l'aiguille. Donc, c'est à ce point-là que votre train commencera à changer de direction ou non. Là, on a la voie directe, qui est ici. Et ça, c'est la représentation géométrique de la voie déviée. Et on voit que vous avez deux rayons qui sont affichés, donc les rayons dont je vous parlais. Rayon de 190 mètres, suivi d'un rayon de 150 mètres. Et à la fin, dès qu'on sort du trait rouge, ici, on est dans de l'alignement. Donc, on repart tout droit. Donc, on voit il peut y avoir plusieurs rayons dans des appareils de voie pour aider justement à passer d'un alignement à un autre alignement dans un intervalle très court. De la même manière, plus vous allez avoir des vitesses importantes sur vos appareils de voie, plus ces appareils de voie-là vont être longs. Là, on voit que c'est un appareil qui fait 22 mètres de long. Ça, c'est un appareil qui est considéré comme très petit. Et vous allez avoir des appareils sur LGV qui vont faire une centaine de mètres sans problème. Donc, à chaque fois, tout est une question de vitesse. Plus la vitesse est importante, plus vos éléments géométriques vont devoir être longs. Là, on voit un schéma d'appareil de voie. Donc, comme je vous expliquais, on a la partie demi-aiguillage. Sur cette partie demi-aiguillage, on va retrouver chacune des aiguilles qui va permettre de suivre les directions voulues. Là, en l'occurrence, on voit qu'on a une aiguille qui est collée au contre-aiguillage. Donc, en fait, vous allez avoir une première roue qui va s'engager sur ce couloir-là. Et là, ici, l'aiguille est ouverte. Donc, la roue, elle va coller ici et vous allez partir en voie déviée. La deuxième partie de l'appareil, on va l'appeler partie centrale ou partie intermédiaire. Donc, c'est la partie qui peut être potentiellement la plus longue. C'est celle où vous allez avoir les transitions de rayons. Donc, plus il y a de vitesse, plus la partie intermédiaire, la partie centrale sera longue. Et enfin, vous avez le cœur de l'appareil. Le cœur, c'est l'endroit où une des roues, un des bogies, va changer de direction. Là, par exemple, vous aviez votre bogie qui était sur cet appui-là, et il va passer ici. Là, il y a une zone où il va être dans le vide. Et en fait, pour que la roue puisse passer de l'un à l'autre sans encombre, sans risque de déraillement, vous avez un contre-rail ici qu'on voit en noir. Et le contre-rail, il vient appuyer l'autre roue contre le rail pour justement conserver les écartements et que le train puisse passer sur l'autre voie sans encombre. On passe maintenant à la partie dévers. Le dévers, c'est quoi? Le dévers, en fait, c'est la différence de hauteur entre les deux fils de rail. Quand vous avez vos deux fils de rail, si elles sont à la même hauteur, vous avez un dévers égal à 0. Si vous avez une différence, c'est noté en millimètres. On peut aller jusqu'à des hauteurs de 160 mm, donc 16 cm de différence de hauteur entre deux rails. C'est ça qui va caractériser le dévers. Le dévers, il sert à quoi? Il sert à augmenter les vitesses. Vous allez avoir une force centrifuge qui s'applique dans votre train dans une courbe. Plus vous allez vite, plus votre force centrifuge va pousser le train sur le côté. Et donc, le dévers, il va venir combler ces forces-là pour empêcher le train d'avoir un renversement qui est pas souhaité, quoi. Donc, le dévers,
on va le faire s'augmenter, on va le faire augmenter. Et vous avez des caractéristiques de certains trains qu'on va appeler des trains pendulaires, où la caisse bouge également afin d'avoir un confort voyageur amélioré. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé sur TGV, mais si vous êtes dans votre train, le train il roule à 220 ou plus, il prend des courbes, on s'en rend pas compte ou pas beaucoup. Mais si votre train il s'arrête en pleine courbe, pour une raison ou une autre, il doit s'arrêter et il y a un dévers qui est assez conséquent. Des fois, il y a les bagages qui tombent parce que justement, votre train, avec la force centrifuge et la vitesse, il va être poussé vers la file haute. S'il n'y a plus de vitesse, c'est tout le poids qui prend le dessus et donc tout arrive sur la file basse et donc vous avez un cumul des forces qui fait que vous avez beaucoup plus de poids sur la file basse. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez, vous, en tant que voyageur, ressentir cet effet de dévers parce que le train est à l'arrêt dans une zone qui n'est pas prévue qui est prévue pour de la vitesse. Enfin, dernier point très important pour le tracé de voie, c'est tout ce qui est question de gabarit. Donc, le gabarit, c'est quoi? C'est en fait le contour qui doit être maintenu libre dans les installations ferroviaires. C'est plus que la taille du train, c'est tout l'espace où le train pourrait être amené à venir. Comme je vous ai dit juste avant sur le dévers, le train, si il est dans une courbe à haute vitesse, il va se déplacer vers la file haute. Donc, il va falloir prendre toutes les caractéristiques qui l'emmènent vers la file haute pour prendre une démarche de sécurité. Mais il peut se retrouver aussi dans certaines configurations sur la file basse. Et donc, il faut prendre aussi cette marge sur l'autre côté pour bien caractériser toutes les situations qui peuvent arriver. Donc, ça fait que le gabarit ferroviaire, il est assez imposant. Ce gabarit ferroviaire, on va le voir en plan ici. Là, on voit une caisse, donc une rame. Là, vous avez vos axes de train. Et ici, en rouge, c'est ce qu'on va appeler les saillies. Donc là, on a une courbe qui est exagérée. Mais on voit bien que quand vous avez vos axes de bogie, tout ce qui est sur l'extérieur de la courbe, vous allez avoir vos points qui vont ressortir. Plus votre courbe est serrée, plus les éléments qui sont loin des bogies vont créer ce qu'on appelle une saillie. Donc vous allez avoir deux saillies extérieures qui s'appliquent ici et une saillie intérieure qui s'applique là. Et alors ces saillies, ça contribue à créer votre gabarit ferroviaire. Et c'est très important quand vous allez avoir un tunnel, quand vous allez avoir un appareil de voie, parce que justement sur l'appareil de voie, on a vu qu'il y avait plusieurs rayons sur la voie déviée. Et donc du coup, ça vous fait une saillie supplémentaire au niveau de votre appareil. Vous allez avoir aussi le cas où si vos deux trains ils sont côte à côte, vous pouvez avoir le cas où votre train qui est à l'arrêt, il se rapproche de l'entrevoie et votre train qui est de l'autre côté, il arrive à pleine vitesse, donc vous pouvez avoir des trains qui se frôlent. Donc le gabarit va être très très important à ce niveau-là aussi. Ça nous donne ces petits schémas qu'on voit là, qui sont assez particuliers, qu'on va appeler gabarit en plan. En fait, on voit ce gabarit en plan, c'est cette caisse sans les traces rouges. On va enlever toutes les parties qui peuvent nous créer des saillies. Et vous avez de plus en plus de trains qui vont avoir des têtes comme ça. En fait, les constructeurs vont créer des trains qui vont aller au maximum du gabarit exploitable. Et donc, ça nous donne un gabarit 3D qui a cette forme-là. Et donc, on voit bien encore les parties où vous avez vos axes de bogie qui sont là. Donc, la partie à l'avant est tronquée et la partie du milieu est aussi bien tronquée pour justement exploiter ce gabarit ferroviaire au maximum. Donc ça, les trois éléments qu'on a vus, donc les caractéristiques géométriques, les gabarits, les dévers, ça va contribuer à vous donner votre base de travail pour créer des plans de tracé de voie. Donc on va voir un plan. Là, c'est un plan qu'on a réalisé sur les ateliers de Vaugirard, les ateliers de Vaugirard de la ligne 12 du métro.
qui sont proches de Porte de Versailles. Vous allez avoir, alors il y a beaucoup d'informations sur ces plans, mais là vous allez avoir les voies d'atelier. Là vous avez des voies classiques, enfin les voies d'amener. On représente les appareils de voie, mais on représente aussi tout ce qui est GC. Donc le GC actuel qui va rester, le GC futur. Et donc du coup ça nous donne des plans qui sont assez fournis, et souvent la contrainte, surtout en métro, c'est qu'on va devoir adapter notre tracé de voie aux installations existantes. Ça fait que on n'a pas beaucoup de possibilités pour placer nos éléments. Vous allez avoir une voûte de tunnel, vous allez avoir une voie continue, et ça fait que là où vous pouvez tracer votre voie, bah, c'est très limité, et donc ça demande quand même pas mal de temps. J'ai une petite question. Oui, dis-moi. Vu que chaque ligne de métro finalement a été conçue dans une période qui était complètement différente les unes des autres, c'est-à-dire qu'au final, rien qu'en termes de gabarit, d'une ligne à une autre, c'est jamais la même, et toutes les études doivent être constamment refaites. C'est ça. En fait, on réfléchit pas à on a une ligne, on fait un gabarit, on fait le train. C'est plutôt les trains ont des normes au niveau européen. On va donner le gabarit du train à l'exploitant, et lui il va dire bon bah sur la ligne il faut revoir tous les points. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait sur la ligne 13. On a le nouveau métro qui va arriver, qui s'appelle le MF19, qui va remplacer les rames actuelles de la ligne 13 et d'autres lignes. Il y a le gabarit ferroviaire qui est donné à la RATP. Ils leur disent bah voilà, sur la ligne 13 il faut que l'ensemble de la ligne respecte ce nouveau gabarit là. Donc le travail derrière c'est remodéliser tout l'existant, retrouver tous nos éléments géométriques pour pouvoir dire voilà, mon train, mon enveloppe de train, elle va passer comme ça, et à tel point sur la ligne, j'ai besoin de faire des travaux. Alors les travaux, c'est peut-être juste ripper un peu la voie, la décaler, et il n'y aura pas d'impact sur la voie contiguë, il n'y aura pas d'impact sur le quai. Mais des fois, ça sera un peu plus important, donc il va falloir rescinder les quais, il va falloir faire des engravures dans les voûtes, justement pour respecter les nouveaux gabarits. Parce que ces nouveaux gabarits, du coup, en fait, juste pour comprendre, oui. Les normes européennes sont plus contraignantes, ou elles impactent comment, en fait? Non, en fait, elles sont assez. Il y a une enveloppe de train générale qui est donnée, et les constructeurs vont aller toujours un peu plus gratter. Ils vont créer leur nouveau train en disant bah voilà, on a été vraiment au bout du bout de ce qu'on avait le droit de faire. Donc c'est plus les trains qu'on a déjà sur les lignes vont pas du tout au maximum du gabarit exploitable. Donc, on augmente la taille des trains parce qu'à chaque fois, surtout en région parisienne, le but, c'est de pouvoir faire voyager le plus de personnes possible. D'accord. Et donc, en augmentant la taille de ces trains et en se mettant au maximum du gabarit exploitable, et ben, fatalement, on augmente la place à l'intérieur et le nombre de personnes pouvant être transportées. J'aurais pas cru que le métro 13 n'était pas exploité à 100% de son gabarit, parce qu'on voit déjà les rames, elles sont déjà évasées sur les extrémités. Ouais, si, mais il y a encore des études supplémentaires pour aller toujours un peu plus loin, quoi. D'accord. Okay. Mais après, à force, on se rapproche toujours des limites de ce qui est possible de faire, parce que derrière, ça va faut pousser les murs. En fait, les murs, tu peux pas les pousser, donc c'est toujours une question de est-ce qu'on retouche à la vitesse, est-ce que enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire pour respecter le gabarit, respecter les vitesses. Avec regardant la logique du flux et de la quantité. C'est ça, parce que le flux, il n'a pas le droit de diminuer, quoi. Oui. Donc c'est tout le but du métier, en fait. Ok. Non, mais pas de souci, c'est bien. Là, on voit un zoom d'une zone qui a été tracée justement sur le même plan. Et donc, on va voir ici un alignement qui est noté là. Vous allez avoir un alignement, un enchaînement avec une clotoïde qui est justement fait pour respecter les voûtes existantes des tunnels qui sont pas représentés là. Et après, vous avez votre pleine courbe qui est un élément tout petit là.
et vous repartez derrière sur une clotoïde et un alignement, et ainsi de suite. À chaque fois, vous allez avoir des enchaînements, alignement courbe ou alignement courbe clotoïde. C'est des enchaînements pour respecter, surtout là sur le métro, des gabarits. Le trait rose qu'on voit ici, c'est justement le gabarit qui est réalisé via ce tracé-là. Le but de le placer, de mettre ce gabarit 2D, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'impact entre les deux voies. Parce que là, vous avez des rayons serrés et il y avait des histoires de dévers aussi. Donc le gabarit, il prend connaissance de ça pour justement voir s'il reste un espace suffisant ou pas. Là, par exemple, tout à droite, on voit qu'il n'y a pas de gabarit au milieu parce qu'on sort d'un appareil de voie. Et le point d'intersection des deux gabarits, ça va nous donner le point de croisement bon des trains. Le point de croisement bon, c'est le premier point après lequel deux trains peuvent se croiser sans problème. Donc, un train, s'il dépasse ce point-là, faut qu'il s'engage sur l'appareil de voie, mais il ne faut pas qu'il y en ait un à côté. Sinon c'est sûr qu'ils vont se rentrer dedans. Hop. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, en tracé de voie, là vous avez fait bien 80% du travail, et il va vous rester le profil en long. Le profil en long, c'est une succession de pentes et de rampes. Les pentes et les rampes, c'est quand ça monte et quand ça descend. Alors, on se pose toujours la question de pente, ça monte et rampe, ça descend, ou l'inversement. En gros, suivant si vous prenez la ligne dans un sens ou dans l'autre, ça change pas grand-chose. Et entre ces pentes et ces rampes, soit vous allez pouvoir faire des raccords entre deux pentes successives, si l'écart entre les deux pentes successives est faible, soit vous allez mettre un rayon de raccord. Donc là, on a un exemple de profil en long. Donc là, vous avez les pentes qui sont représentées en bleu ciel. Les pentes, c'est exprimé en millimètres par mètre. Là, vous allez avoir deux pentes successives. On met le petit Z ici entre les deux pentes successives. Là, il y a un raccord sans rayon qui est fait parce que la différence en millimètres par mètre sur les deux pentes successives est faible. Et après, là, on voit que vous avez un élément qui est assez présent, enfin assez pentu, et derrière vous êtes à plat. Donc dans ces cas-là, on va mettre un rayon de raccord qui est exprimé en mètres, qui est le même type de rayon que vous pouvez avoir en plan. C'est juste qu'il va être en profil en long. Sur le profil en long, ce qui va être très important de regarder, c'est les appareils de voie. Les appareils de voie, on va les représenter là parce que justement les points en altimétrie des appareils de voie, ils vont définir les points en altimétrie des voies contiguës. Quand vous avez des communications, donc deux appareils de voie l'un en face de l'autre, forcément, il faut que tout soit dans le même plan pour que les trains puissent passer d'une voie à l'autre sans encombre. Vous n'avez pas le droit de mettre des cassures de profil en long dans des appareils de voie ou juste à proximité immédiate. Donc ça va être ça en fait la difficulté présente sur les profils en long. Mais bon, en général, franchement, les profils en long, ça se passe bien. Et en fait, ils suivent la topographie générale du site. Hop. Donc ça, tout ce qui est fait là, c'est fait avec différents outils. L'outil principal à la RATP, il a été développé en interne. Ça s'appelle PlaPro. À chaque fois, les trois outils là que je vous présente, ils sont utilisés sous AutoCAD. PlaPro, c'est pour plan profil. Donc c'est un module qui est sur AutoCAD, vous pouvez créer vos propres modules. Donc c'est un module pour faire du plan et du profil. À la SNCF, ils ont la même chose qui s'appelle Épure. Épure, ça condense plusieurs outils, mais il y a une section tracé de voie dans Épure, tracé de voie profil en long. Et enfin, vous avez des acteurs qui se sont mis sur le marché parce qu'avant ces outils-là, ils étaient développés en interne parce que personne en externe en avait besoin. Maintenant, de plus en plus, vous avez des ingénieries qui sont pas SNCF, qui sont pas RATP, et donc qui avaient besoin d'outils
pour travailler eux aussi. Et Covadis le fait très bien, et qui a un module aussi sur AutoCAD. Et après, je connais de nom Revit, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui font du tracé de voie sur Revit. Je pense que oui, mais je ne m'y connais pas du tout sur celui-ci. Et pour finir, on va voir la rectif de courbe. Alors la rectification de courbe, c'est un point un peu plus compliqué. Enfin, un peu plus compliqué. Disons qu'il faut bien visualiser ce que c'est. Quand vous avez un rail avec un rayon de courbure, donc vous êtes en courbe, et là vous avez votre rail. Ça c'est la représentation du rail. Bon, bien sûr, là c'est très très exagéré. Vous prenez une corde qui fait 20 mètres. C'est comme ça que les gens faisaient à l'époque. Ils prenaient une corde de 20 mètres, chacun d'un côté. Ils allaient poser leur corde sur le rail. Et il y avait quelqu'un qui allait au milieu, à 10 mètres, prendre la flèche. La flèche, donc quand vous avez une corde de 20 mètres, votre flèche, elle est en millimètres. Vous allez avoir peut-être 5 mm d'écart entre votre rail et votre corde tendue. Cette flèche, en fait, elle va traduire le rayon. Le rayon, on a une formule qui est là. La flèche en millimètres, ça va être 50 000 sur le rayon en mètres. Donc, les gens, pour avoir les rayons instantanés sur les sites, ils allaient faire des relevés tous les 2,50 m, tous les 5 mètres, des flèches. Et comme ça, ils allaient pouvoir retrouver tous les rayons. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient à l'époque remodéliser l'existant. Aujourd'hui, on a des plans topographiques qui vont nous permettre de nous abstenir de faire des relevés comme ça sur le terrain. Mais on va toujours avoir un intérêt à retrouver la flèche parce qu'elle va nous aider à faire ce qu'on appelle la rectification de courbe. Donc, juste pour revenir 2 minutes sur cette formule-là, vous voyez qu'un rayon, ce que je vous ai dit, les rayons petits, c'est des rayons très serrés qui vont se fermer très vite, et donc c'est là où vous allez avoir les vitesses les moins importantes. Plus votre rayon va être grand, plus vous allez avoir une vitesse importante, jusqu'à un rayon infini qui va être l'alignement. Si votre rayon, par exemple, il fait 100 000, c'est de l'alignement. Plus votre rayon est grand, plus vous tendez vers de l'alignement. Donc, du coup, une flèche très petite va caractériser un alignement. Une flèche très grande va caractériser un rayon très serré. Et c'est comme ça qu'on va avoir un diagramme des flèches. Donc là, ici, vous avez le 0. Là, ici, vous avez, alors, je ne sais pas combien c'est, mais j'arrive pas à lire, mais c'est peut-être 50. Bon, bref, peu importe. Là, ce que je vous ai dit, le 0, ça représente un alignement. Plus le... Désolé, il y a des bruits chez moi. Plus vous allez avoir une flèche proche de 0, plus ça va caractériser un alignement. Donc là, vu que vous êtes à 0, vous avez un alignement de chaque côté. Là, vous allez avoir une flèche importante qui est pas très belle, mais on voit qu'il y a une constante. Ça va représenter la courbe. Et entre les deux, vous allez avoir les clotoïdes. Ça va vous permettre de passer des alignements aux courbes. Donc ça, c'est un travail qui va être très utile quand on veut remodéliser un existant. Retrouver où débute l'alignement, où il se termine, où commence la clotoïde, où elle se termine. Et parce que par exemple, là, on va avoir une courbe elle fait des vagues. Et dans l'absolu, il faudrait qu'elle soit toute droite, que la flèche ne varie pas. Si vous avez une flèche qui ne varie pas, vous avez un élément constant. Et donc, du coup, là, notre travail, ça va être, une fois qu'on a décomposé nos éléments, faire ce qu'on appelle la rectification de courbe pour faire un élément bien plat ici et retrouver une courbe parfaite. Donc ça, c'est des diagrammes de flèches qu'on peut retrouver sur le métro. Et là, ça, c'est un travail qui avait été fait par une entreprise de travaux de voies ferrées sur de la ligne classique. Ça roulait à 220. On va avoir ici en bleu pointillé ce qui a été réalisé par la Breuse. En rouge, c'est ce qui était recherché. Donc, on est très, très proche. Ça c'est une courbe qui a été faite parfaitement par
par les équipes de maintenance. Et ici, on va voir le dévers qui est représenté. C'est important de le voir aussi. Donc là, on voit à la gauche qu'on était proche de 0. Donc on va avoir un alignement. On va voir à droite qu'on avait une pleine courbe. Notre flèche avait augmenté. Du côté dévers, on a vu le dévers, il était à 0 aussi, ou sensiblement égal à 0. Il montait ici pour arriver à un plein dévers qui correspond à la courbe. C'est important, en fait, quand vous arrivez dans votre courbe, vous avez votre dévers qui ne varie plus. Donc là, on a des éléments qui sont constants, et les variations, elles se font dans la clotoïde. Là, vous aviez votre clotoïde, donc vous êtes passé d'une flèche égale à 0 à une flèche égale à, on va dire, 50. Et bien du coup, vous avez votre clotoïde, à chaque fois, votre flèche, elle va faire flèche égale 1, flèche égale 2, flèche égale 3, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 50. Et votre montée en dévers, vous faites pareil. Vous faites augmenter vos dévers progressivement pour arriver au plein dévers au moment de la courbe. Et donc, comme ça, après, vous pouvez prendre votre virage le plus vite possible. Merci encore une fois, Mélissa, Baptiste et Maxence pour leur disponibilité et leur travail De rien. pour avoir pu vous présenter ce sujet.